Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, voici les titres du journal. La couche d'ozone forme un bouclier gazeux entre 10 et 50 km d'altitude, protégeant la Terre des rayons solaires ultraviolets. Sa protection est nécessaire pour sauver l'humanité. La commercialisation de l'escargot, un secteur d'avenir puisque la demande est forte sur le marché. Cependant, la production reste encore faible. On en parle dans cette édition. Déjà, plus de 5 décennies que l'université d'Abomey-Calavi forme les étudiants. Quel est l'impact des recherches scientifiques universitaires sur le développement au Bénin? Élément de réponse dans ce journal. L'université d'Abomey-Calavi forme des universitaires depuis plus de 50 ans. 5 décennies de formation et de recherche. Quels sont aujourd'hui les impacts des recherches scientifiques universitaires sur le développement du Bénin? Patrick Adjagbodjou a rencontré quelques enseignants de l'UAC. Les précisions dans ce reportage. L'université d'Abomey-Calavi a 50 ans. Tant d'années se sont écoulées depuis 1970. Des dizaines de milliers d'étudiants formés ainsi que des enseignants chevronnés sont sortis de cette prestigieuse université. Un demi-siècle de formation, de recherche, mais aussi d'innovation au service du développement du Bénin. Vous avez beaucoup de départements qui ont été créés, de nouvelles facultés qui ont été créées, de nouvelles écoles professionnelles qui ont été créées. Et au même moment, il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont accompagné ces écoles-là. Et au sein de ces laboratoires, beaucoup de choses se font en matière de recherche à l'université. Des recherches scientifiques aux innovations technologiques, en passant par la création des laboratoires, l'université d'Abomey-Calavi a connu beaucoup d'avancées au fil des années. 50 années après, que sont devenus les fruits de ces recherches universitaires? Les résultats, c'est beaucoup de soutenance, de master, de licence et même de thèse. Parce que c'est des thèmes que vous donnez aux étudiants, vous les accompagnez et après, c'est le résultat qu'un jour, il vient exposer à la face publique et qui fait, n'est-ce pas, le fruit de ces recherches. 50 ans sont passés, mais je peux vous dire beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, sur le plan agronomique. On a travaillé sur le baume de la noix de cajou, qui est un produit vraiment très très utile et essentiel et que nous exportons régulièrement chaque année pratiquement vers les pays asiatiques. Ça, c'est certains jeunes qui ont travaillé avec moi et sur le compost. Et quand ils ont fini leur travail, ils ont dit, professeur, nous allons nous auto-employer. Ils ont créé leur entreprise aujourd'hui, ils vivent de ça. Ce compost, c'est un produit très riche et on a travaillé là-dessus pendant près de 3 ans et on a pu obtenir un bon produit de qualité. Quand vous arrivez dans le secteur santé, des gens ont eu des brevets dans le secteur qui sont appliqués, qui sont connus. Ils se sont associés avec des grandes firmes et ont produit des médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Outre le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, des sciences humaines, de la chimie et du génie civil, la recherche s'est enrichie d'énormes progrès, mais manque de visibilité. Le passage de l'étape de la recherche terminée au produit utilisé a besoin de beaucoup de moyens et a besoin d'être organisé, comme on organise les filières. Normalement, il devait y avoir un véritable partenariat entre le secteur privé et l'université. Puisque nous ne sommes là que pour développer des idées, développer des innovations. Prendre de nouvelles réformes incitatives qui encouragent et valorisent les recherches universitaires est donc une nécessité. Mieux, en faisant l'option de doter nos universités publiques d'un cadre institutionnel pour assister et financer les projets de recherche pourrait bien être un gage de développement soutenu et durable. La couche d'ozone constitue une barrière protectrice qui retient des rayons ultraviolets émis par le soleil. Mais elle est de plus en plus menacée du fait de l'activité humaine, ce qui menace également la vie sur Terre. Protéger la couche d'ozone est un défi industriel et politique bien plus grand que nous ne le pensions. Daniel Josué Sosa. Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel. Et au-delà, la couche d'ozone. C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme. Située entre 20 et 50 km d'altitude,
Cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la terre. Et c'est une couche qui concentre un peu la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors en filtrant les rayons du soleil, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur Terre. C'est le rôle fondamental de la couche d'ozone. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années, d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer les maladies de peau, jusqu'au cancer de peau, les maladies d'yeux, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de la production. Ça ralentit la production de certains animaux. Ça agit sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau, la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà, en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chlorofluorocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protège la vie à l'intérieur, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali adopté le 15 octobre 2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. La commercialisation de l'escargot au Bénin peine à se développer. Pourtant, sur le marché, la demande est forte. José Migan pratique l'élevage d'escargots. Il présente ici, au micro de Stanislas Linkmont, son secteur d'activité. De nos jours, les gens commencent par découvrir les qualités et valeurs nutritives de l'escargot. Ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas pour avoir une quarantaine d'escargots, aujourd'hui, du gros escargot, il faut tourner autour de 20-25 000 pour le gros. Lorsque tu vas dans les supermarchés, le petit sachet qui contient à peine 250 grammes te coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exportations s'y mêlent aussi, parce que les gens demandent des escargots du Bénin, on essaie d'envoyer, même si c'est en telle quantité, ça sort quand même. Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que les terrains s'adaptent à ça, il faut remplir telles conditions, il faut s'y adapter. Il faut que toi-même, tu as moulé dedans d'abord les débuts, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe et que les trucs sont intéressants de bon, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. On tourne autour de 100 kilos. Par an. Ce n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, on planifie, on ne parlera plus en ces thèmes-là. Parce que le produit sera disponible et chaque fois, le cycle sera continuel. On sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est un élevage qui dure un peu sur le temps. Ce n'est pas des élevages à cycle court, comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois, 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne. En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Chez les escargots, pour avoir 350 grammes, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là. Ça fait que c'est un peu lent. C'est un élevage très intéressant en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne demandent pas grand-chose. Leur ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Des herbes gras, il faut suffire d'avoir la connaissance, de savoir ce qu'ils mangent, d'améliorer un peu les résidus alimentaires, les fruits pourris, des trucs comme ça. Ils consomment ça, satiété et ils se développent normalement. Et on sort du Bénin. L'Ouganda figure parmi les 10 premiers pays producteurs du café au monde. Malheureusement, ces exploitants ne profitent pas assez de la manne financière générée par l'industrie du café. C'est ce qu'indique un récent rapport publié par le Centre
Columbia sur l'investissement durable, CCSI. 2 raisons fondamentales expliquent cette situation: le faible coût de production par kilogramme de café vert et le faible rendement. Il faut noter que la demande mondiale de fèves a connu une croissance de 2% par an sur les 2 dernières décennies. Place à d'autres informations du globe dans Eco Inter qui porte la signature de Émile Azokota. Déjà en forte hausse depuis le début de l'année, les cours du café ont connu une augmentation cette année au Mexique. Cela n'était pas arrivé depuis octobre 2014. Le Robusta s'est apprécié de 7% depuis lundi. La livre d'Arabica, en hausse de 60% depuis janvier, a temporairement dépassé les $2, soit 1300 francs CFA cette semaine. Plusieurs facteurs viennent expliquer la flambée de cette année après une longue période de crise des prix. Parmi eux, le renchérissement du transport en Colombie. À cela s'ajoutent les mauvaises conditions météorologiques au Brésil. En France, la Haute Autorité de Santé a donné son accord mercredi dernier à l'utilisation du vaccin Moderna pour les 12 et 17 ans, éligibles depuis la mi-juillet de la vaccination. L'objectif de la vaccination des adolescents est d'obtenir un niveau de couverture élevé dans l'ensemble des classes d'âge, a expliqué la HAS, afin d'accroître le seuil d'immunité de la population. C'est désormais le 2e vaccin autorisé par les adolescents en France avec Biotech. Si la France, bien aidée par la mise en place du pass sanitaire, vient de passer la barre de 50% de la population vaccinée contre le Covid-19, c'est loin d'être le cas chez ses voisins suisses où la campagne de vaccination tourne au ralenti, au risque de remettre en cause la stratégie nationale. Une opération mise en place car, en termes de taux de vaccination, la Suisse est à la traîne. 54% de la population a reçu une dose et c'est moins que dans tous les pays voisins. En Suisse, la campagne de vaccination a freiné très tôt et le rythme des injections continue de chuter. Ainsi s'achève ce journal disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.